Alors en attendant que vous puissiez vous installer et qu'on démarre le débat, je voudrais profiter de ce petit moment pour vous remercier tous d'avoir répondu positivement à l'invitation de Michel Schmitt et d'avoir accepté de participer à cette discussion aujourd'hui et de nous faire bénéficier de votre expertise sur cette question de la contribution du sous-sol au développement soutenable de notre société. Alors vous êtes 6 à débattre. Il était prévu qu'on ait 1 heure. J'ose espérer qu'on va avoir le droit de déborder un petit peu, parce que sinon ça vient de baisser à 35 minutes. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on aille assez vite. Je ne vais donc pas garder le micro plus longtemps et prolonger cette introduction. Je vais vous demander d'abord, dans un premier temps, chacun à votre tour, de vous présenter et de nous indiquer en quoi le sujet de la table ronde vous interpelle et sur quel point particulier vous avez envie de réagir. Alors, je vous propose qu'on fasse ça dans l'ordre dans lequel on est, la circulation la plus simple du micro. Merci Damien. Bon, d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Donc, je suis Jean-Marc Montel, je suis directeur de l'École nationale supérieure de géologie à Nancy. Et donc je dirais qu'on est vraiment dans notre cœur de métier, puisque 100% des ingénieurs qu'on forme vont travailler dans, au sens large, le domaine de l'utilisation raisonnée du sous-sol. Là, on peut dire ça de cette façon-là. Donc ça nous donne aussi une vision un peu en direct de ce qui se passe dans l'industrie, en fonction des stages trouvés par les élèves et des emplois qu'ils trouvent. Et donc moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir un peu ce qui s'est passé, ce qu'on a vu ces dernières années. Il y a quand même eu un changement assez radical sur ce qui s'est passé pour tout ce qui concerne l'utilisation du sous-sol. Alors, honnêtement, quand on parle du sous-sol et qu'on parle de développement durable, on est encore très très largement dans le développement et pas beaucoup dans le durable. Alors, on a vu, alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on voit des emplois qui se développent dans la géothermie, ça on voit ce qui se développe. On voit la géothermie qui se développe, on voit tout ce qu'est le stockage et tout ce qui concerne les déchets. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de développement durable, mais les secteurs qui sont vraiment développés fortement, qui ont été très demandeurs, c'est quand même l'industrie minière et l'industrie pétrolière, qui ont été soumis à une forte demande et qui ont réagi de façon un peu différente. Alors, il y a des gens qui connaissent ça un peu mieux que moi, mais quand même, on voit que l'industrie pétrolière a augmenté ses réserves, et alors elle l'a fait par des améliorations technologiques, mais elle a aussi fait par des changements de concept, le développement de nouvelles idées, de nouvelles façons de trouver des gisements et de trouver des gisements là où on pensait qu'il n'y en avait pas. L'industrie minière n'est pas à ce stade-là. En général, ils sont toujours un peu en retard par rapport à l'industrie pétrolière. En gros, ils ont trouvé des gisements là où ils savaient qu'il y en avait. Et puis surtout, ils ont fait quelque chose qui est assez classique dans l'industrie minière. Ils ont baissé les seuils de coupure. Et donc, on a exploité à des teneurs plus faibles, ce qui a décalé les problèmes technologiques vers la valorisation, le traitement du minerai et puis la métallurgie qui est derrière. Et là, il y a eu quelques verrous qui sont en train d'être travaillés, en particulier, je pense que le représentant d'Eramet pourra en parler, le développement des techniques d'hydrométallurgie pour l'exploitation des minerais. Là, clairement, il y a des verrous technologiques à faire sauter qui sont, à mon avis, assez intéressants. Merci et bonsoir. Je m'appelle Pierre Ripstein, je suis professeur d'hydrologie à l'université Pierre et Marie Curie à côté, à Jussieu, et j'ai dirigé une UMR, une unité mixte de recherche qui s'appelait Sisyphe, puisqu'elle vient de changer de nom, et qui concernait tous les systèmes hydriques continentaux. Donc bien sûr, le sous-sol est en particulier fortement au centre de nos études sur le couplage surface-souterrain en termes de qualité de l'eau, en termes de quantité d'eau, en termes de connaissance de ce sous-sol pour mieux prévoir la ressource et mieux la prévoir et mieux l'utiliser de manière plus durable. Donc j'en dirai peut-être pas beaucoup plus. Je pourrais juste dire que je ne suis à Jussieu que depuis une dizaine d'années et qu'avant j'étais à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement, où là, en tant qu'hydrologue, j'avais aussi des problématiques de connaissance du sous-sol, mais dans la plupart des pays du Sud où j'ai pu travailler, c'est une connaissance fondamentale et malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire dans ces pays-là. Voilà. Merci. Je suis François Roure, IFP Énergie Nouvelle, direction Géosciences. Alors effectivement, on s'appelle Énergie Nouvelle, le P de pétrole est un petit peu caché, mais ça reste quand même dans nos domaines d'expertise, je dirais.
et que dans l'amont, on essaie de développer des outils de modélisation qui doivent aider à réduire les risques des compagnies pour évaluer leurs prospects et pour orienter leurs recherches vers les parties des bassins qui sont les plus prometteuses. Ceci dit, également aussi, on a une mission de suivre un petit peu l'état des réserves, que ce soit en France, que ce soit au niveau de la planète. Et on peut voir à ce niveau-là des stratégies assez différentes selon les pays qui n'ont pas du tout les mêmes richesses naturelles. Certains pays misent plutôt sur le nucléaire, d'autres pays misent plutôt sur le charbon. Les compagnies nationales des pays où il y a beaucoup de pétrole, bien sûr, ont une vie totalement différente des pays qui n'ont pas ce type de ressources. Ceci dit, il ne faut pas se leurrer, on aura encore besoin d'énergie fossile pendant longtemps, en particulier pour les transports, même si pour la pétrochimie, on peut penser qu'on peut utiliser aussi la biosphère. Ça serait dommage de brûler, par exemple, du pétrole pour faire de l'électricité. En plus, on dégagerait beaucoup de CO2. Le gaz, si on le brûle, va dégager moins de CO2, donc pourquoi pas. Vous allez me dire aussi, en dehors des ressources conventionnelles, certains pays regardent et se sont déjà investis énormément dans les ressources non conventionnelles. Donc le Canada avec les schistes bitumineux, les États-Unis avec les shale gaz. Tout ça, ça a effectivement des impacts sur l'environnement, sur l'acceptabilité, mais c'est des choses qu'on sera bien amené à regarder aussi un jour en France. Le dernier point, une façon assez facile de faire croître les réserves, bien sûr, c'est d'investir. Si on n'investit pas, on ne va pas faire de découvertes. Mais c'est aussi d'essayer d'augmenter le taux de récupérabilité. Donc sur un même champ, si tout d'un coup on trouve un produit miracle qui, au lieu d'en extraire 10%, va permettre d'extraire 20% des hydrocarbures qui sont dans la porosité, on va doubler l'état des réserves. Et donc ce sont des pistes de recherche très importantes. Bonjour, Hugues-Marie Olagnier, Eramet. Je travaille à la direction stratégie et développement d'Eramet. Très concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, on a un acteur minier métallurgique qui produit des métaux d'alliage. Donc déjà, le premier lien avec le thème de cette table ronde, c'est qu'on produit des métaux qui servent le développement de la société et qui aussi peuvent servir des problématiques fondamentales telles la transition énergétique. C'est un groupe minier qui est présent à l'international dans à peu près 20 pays, qui emploie 14 000 personnes, avec un chiffre d'affaires l'année dernière de un peu plus de 3 milliards d'euros. Et une de nos caractéristiques, c'est qu'on est présent sur une bonne partie de la chaîne de valeur de cette industrie, de l'exploration et de l'extraction au recyclage, en passant par les différents types de métallurgie, à la fois de la métallurgie extractive, la métallurgie d'élaboration et la métallurgie aussi de transformation. Le sujet du jour nous interpelle, nous, Eramet, dans un premier ordre, car rendre notre activité la plus soutenable possible est un sujet qui est central dans notre industrie, en particulier sur le volet minier. Ce qui fait que cette réflexion qui est d'importance pour nous, déjà on essaye de la mener en collaboration avec d'autres industriels et puis d'autres partenaires, à la fois dans des instances telles le COMES en France ou les comités stratégiques de filière. Aussi au niveau de l'Union européenne, il y a des initiatives en ce moment telles le IPRM, donc le European Innovation Partnership, sur les matières premières. Donc ça nous aide, nous, industriels de ce secteur, à progresser dans ce domaine. D'un point de vue très concret, au-delà de la réflexion sur rendre notre industrie et notre activité plus soutenables, il y a des actions concrètes qui sont mises en place dans nos sociétés, en particulier chez Eramet. Le premier exemple concret que je peux vous citer, c'est qu'aujourd'hui, dans ces activités et puis dans ces développements, Eramet s'impose la mise en place de standards externes d'un point de vue environnemental et sociétal, que sont ceux de la Banque mondiale et de sa filiale, la Société financière d'investissement, même si les réglementations locales ne nous l'imposent pas. Donc on se met à ce niveau d'exigence et on progressera au même rythme, et en tout cas on essaiera de progresser au même rythme que ce niveau d'exigence augmente.
La deuxième chose, c'est qu'au-delà de tous les programmes de responsabilité sociétale et environnementale qu'on peut mettre en place dans nos activités, dans nos projets, quelque chose qui est très important pour nous, c'est aussi générer et maximiser la retombée et la valeur ajoutée localement. Et pour ça, une des manières dont on agit dans ce domaine, c'est que dans tous nos développements et dans toutes nos activités, on intègre au capital des partenaires locaux. Et pour nous, c'est un point essentiel pour que cette activité ait des retombées positives pour l'ensemble de l'écosystème dans lequel on gravite. Voilà, très succinctement. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Plat, je suis le directeur de la recherche et développement de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc, qui est en charge pour la France, donc la gestion des déchets français. La direction de la recherche et développement à l'ANDRA, c'est une centaine de personnes réparties pour 60% en région parisienne et 40% haute en Meuse, donc Haute-Marne. Nous disposons d'un laboratoire souterrain, d'un observatoire pérenne de l'environnement avec une écothèque et puis d'un espace technologique. Donc le sujet, je dirais, nous interpelle à deux niveaux qui sont corrélés. On a souvent, je dirais, l'occasion de dire qu'un site de stockage, pour nous, c'est une ressource rare. Elle est rare à plein de niveaux. Elle est rare parce que s'implanter quelque part, c'est bien évidemment avoir l'acceptation des acteurs territoriaux. Et c'est un processus qui est extrêmement long. Elle est rare parce que la qualité des sites, bien évidemment, doit répondre à l'exigence d'un confinement sur des échelles de temps qui peuvent être donc extrêmement importantes. Donc nous avons une préoccupation, bien évidemment, d'utiliser au mieux les espaces qui nous ont été confiés par les acteurs territoriaux et par la représentation nationale, de manière à ne pas y mettre n'importe quel type de déchets en des volumes donc importants, dans une vision systémique de la gestion des déchets à travers les différentes donc, filières. Donc en gros, c'est de ne pas occuper un espace de sous-sol ou de subsurface, donc inutilement, et même chose d'occuper un volume profond inutilement avec des déchets. Le deuxième point qui nous interpelle et qui est corrélé donc au premier, c'est que pour faire ça, il faut que ça soit donc basé sur la meilleure science, la physique, et donc c'est supporté par une recherche et développement. Et les quelques exposés que j'ai vus me conduisent effectivement donc à considérer que pour pouvoir répondre à cette exigence de gestion durable finalement du sous-sol, il faut développer un ensemble de connaissances qui sont pour l'essentiel couplées. On a vu que c'est pas uniquement des géosciences, c'est aussi de la chimie, de la physique, c'est du numérique, et donc c'est aussi un très fort appel, je dirais, dans la recherche à aller vers un ensemble pluridisciplinaire pour répondre à cette exigence de durabilité, quel que soit le problème qui est posé. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Alain Rioux, je suis directeur adjoint du pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc nous sommes un pôle de compétitivité, vous devez en connaître d'autres, peut-être pas ceux dédiés à la mer. Nous avons un pôle jumeau qui est le pôle mer Méditerranée, et donc les deux pôles mer représentent aujourd'hui 700 adhérents, un tiers d'académiques dont un certain nombre des participants au colloque font partie, et deux tiers d'entreprises, des grands groupes et des PME. Nous travaillons, nos adhérents travaillent sur six grands domaines d'action stratégique, la sécurité maritime, la construction navale et le nautisme. Tout ce qui concerne les ressources biologiques, c'est-à-dire la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies bleues, biotechnologies marines. Tout ce qui concerne l'environnement marin au sens large, donc c'est plutôt métrologie et puis océanographie opérationnelle, tout ce qui est utilisation des données satellitaires. Tout ce qui concerne les infrastructures portuaires. Et puis tout ce qui concerne les ressources énergétiques et minières marines. Donc on a une partie énergie marine renouvelable et puis une partie sur les ressources fossiles, donc c'est l'oil and gas, sachant que l'oil and gas aujourd'hui va au niveau offshore de plus en plus dans le profond et dans l'ultra profond. Et puis les ressources minérales marines profondes qui sont un sujet en développement, et on a donc des passerelles évidentes non seulement de l'oil and gas vers les ressources minérales marines, mais aussi des relations transverses, puisque tout ce qui concerne les télécommunications en milieu sous-marin, ultra-profond, la robotique, la sécurité aussi des installations, etc., tout ça, tous ces sujets sont abordés par nos adhérents sur de la R&D en amont. Les pôles mer, depuis 2005, c'est 450 projets collaboratifs publics-privés qui représentent aujourd'hui 1,3 milliard d'euros de budget R&D total. Donc sur ces deux sujets,
les polymères et la mer sont aussi un domaine d'action des ressources minérales. Alors, merci pour ce premier échange qui montre d'abord que toutes les facettes de la valorisation du sous-sol sont présentes, j'allais dire autour de la table, mais dans le débat, que ce soit les ressources minérales, les ressources en hydrocarbures, les ressources en eau ou l'exploitation de la ressource un peu particulière qui est la ressource de capacité de confinement du sous-sol. Premier échange qui montre aussi que les questions que vous vous posez les uns les autres portent sur des différents aspects de la connaissance géologique, de la connaissance scientifique de base, du développement technologique, mais aussi des questions qui sont des questions économiques et des questions sociétales. Alors, pour lancer le débat à proprement parler, je vais vous proposer un premier échange sur la question des réserves. Alors, il faut toujours prendre une petite précaution. Réserve, ressources sont deux termes différents. Ça s'applique peut-être pas tout à fait pour l'eau, ça s'applique assez bien pour les ressources minérales et pour les ressources en hydrocarbures. La distinction étant que les réserves, c'est la part des ressources qui est techniquement et économiquement exploitable dans les conditions actuelles. Alors, j'ai envie de vous demander, ce matin, on a vu dans un exposé des données qui auraient pu inquiéter l'assistance. On a vu qu'on avait une centaine d'années de charbon, qu'on avait une quarantaine d'années d'uranium, qu'on avait une vingtaine d'années d'or. Or, l'or, comme ça sert qu'à faire des bijoux, c'est pas grave. Je vais faire ma parenthèse. Est-ce que ces données-là, qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui? Quelle est la situation réelle aujourd'hui de notre connaissance des ressources, de notre connaissance des réserves, et quels sont les grands enjeux pour les différents types de ressources? Quels sont les grands enjeux pour pouvoir développer les ressources, pour pouvoir mettre en évidence de nouvelles ressources, ou pour pouvoir développer les réserves, donc transformer une part plus importante des ressources connues en des réserves? Alors je vous propose qu'on prenne cette question-là peut-être en particulier, qu'on approfondisse un peu cette question-là en particulier. On peut commencer par les ressources minérales. Ouais. Jean-Marc? Oui, c'est un problème assez classique. Finalement, on a des réserves que quand on les cherche. Et donc, une fois qu'on a trouvé suffisamment de réserves, une compagnie minière n'a pas intérêt à continuer de dépenser de l'argent pour en avoir plus. Ça ne sert à rien. Avoir 40 ans de réserves, finalement, c'est pas mal. On n'a pas besoin d'aller forcément au-delà. Donc, l'augmentation des réserves, elle suit les variations du cours. Et d'ailleurs, on est en plein dedans, puisque après plusieurs années d'exploration assez intense qui a permis de réviser finalement les réserves, l'exploration minière est actuellement dans le monde quasiment arrêtée partout. Tout le monde a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Parce qu'on considère qu'on a suffisamment de réserves, on a suffisamment de... On peut prédire à peu près ce qu'on va pouvoir faire pour les prochaines années, donc on n'a pas intérêt à continuer de dépenser de l'argent, ça coûte de l'argent, de dépenser de l'argent pour avoir plus de réserves. L'exploration géologique du globe pour trouver des minerais, elle est quand même pas... Il reste des grands domaines en termes de surface qui n'ont pas été explorés, donc on a encore une marge assez considérable. Ce dont on a un peu plus de mal ce qu'on a plus de mal à percevoir, c'est les réserves pour tout ce qui concerne les métaux qui ne sont pas des produits directs, mais qui sont plutôt des sous-produits, et en particulier tout ce qui est des métaux rares, comme effectivement le tantane, ou le tantal, ou l'indium, ou le cadmium, ou des choses comme ça. Ça, c'est des sous-produits. Ça dépend surtout de l'activité des autres métaux. Et là, je pense qu'on serait bien plus embêté pour faire des véritables estimations de réserves. Est-ce que vous souhaitez compléter? Je pensais à deux compléments possibles. Peut-être d'abord sur les ressources et après sur les ressources et les réserves. D'abord sur les ressources, je pensais aux ressources marines, justement, dont on parlait tout à l'heure. Oui, merci. Hugues-Marie me complétera. Alors, sur tout ce qui est oil and gas, on sait qu'il y a des réserves, en tout cas extrêmement importantes. C'est d'ailleurs pour on n'a qu'à voir ce que fait le Brésil aujourd'hui, avec comment la découverte des champs du pré-sal en face de Rio. Bon, là, ça se compte en milliards de barils de pétrole. Et donc, du coup, pour preuve, le Brésil estime, s'il réussit à les exploiter, on y reviendra sans doute plus tard dans la discussion, mais estime qu'il va devenir un des 3 ou 4 premiers acteurs
pétrolier au monde à échéance 2030. Sur les minéraux, les ressources minérales profondes au niveau marin, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, la chance de la France, c'est de posséder la deuxième zone économique exclusive mondiale, donc avec 11 millions de kilomètres carrés, donc juste derrière les USA, bon, grâce à nos territoires d'outre-mer. Bon, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, la difficulté, puisqu'on est vraiment dans la phase préparatoire, exploratoire, c'est de pouvoir estimer quelles peuvent être les réserves. Au niveau ressources minérales, on a les métaux rares, enfin les différents métaux et les métaux rares qui sont dans des concentrations assez riches. Donc on a parlé, vous avez tous entendu ça, il y a, je dirais dans les années 80, tout ce qui était des nodules polymétalliques. Aujourd'hui, Eramet pourra compléter, on se dirige plutôt vers les encroûtements cobaltifères qui semblent plus prometteurs en termes de concentration contenue dans le minerai. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'observation, de caractérisation de ces réserves, et aujourd'hui, on n'a pas de chiffres vraiment qui soient consolidés et qui permettent de donner un estimatif de ce qui est disponible. Ce qu'on sait par contre, c'est que d'un point de vue géostratégique, à terre, les réserves, elles sont plutôt prises par les Chinois, ce qui a créé des tensions entre le Japon et la Chine il y a un peu moins de 2 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, au niveau marin, les grands pays commencent à poser des permis auprès de la haute autorité des fonds marins, qui est un organisme géré par l'ONU, donc la Chine, le Japon, la Russie, l'Inde, la France, le Canada, les USA, enfin voilà, donc les gens s'y intéressent. Donc difficile de donner la part exacte de ce qui est disponible. Et puis après, l'autre difficulté de l'ultra profond, c'est comment aller chercher tout ça. Je pense que c'est, en tout cas pour la partie ressources minérales, c'est bien résumé. J'ai pas d'ajout particulier, à part le fait que effectivement l'activité d'exploration, c'est une activité qui est assez cyclique. Aujourd'hui, effectivement, pour les industriels, vu les cours des métaux actuellement, c'est pas une activité qui est particulièrement en vogue. Au-delà de ça, pour un industriel comme Eramet, par exemple, cette notion de ressources et de réserve, bon, déjà c'est au cœur de notre société parce que c'est ce qui fait qu'on aura de l'activité pour les décennies à venir. Il y a quand même une tendance de fond qu'on observe et sur lequel tout le monde se rejoint, qui est que les gisements que l'on exploite sont de plus en plus difficiles à exploiter pour différentes raisons. La première étant que les teneurs diminuent à mesure qu'on les exploite. La deuxième étant que de nouveaux gisements qu'on aimerait développer sont des gisements qui sont plus complexes que ceux qu'on a pu exploiter il y a quelques décennies, parce qu'on a commencé forcément par les plus belles pépites, et puis aujourd'hui elles sont plus disponibles. Et donc ce qui fait que ça pose effectivement la question de la transformation du passage de la ressource à la réserve, qui peut devenir aujourd'hui de plus en plus un challenge technologique. Et donc les procédés de valorisation de ces ressources deviennent, à mon sens, un élément critique pour les entreprises minières. Ce qui fait que nous, chez Eramet, la manière dont on adresse ce problème, c'est qu'on a un centre de recherche et de développement qui est bien doté et qui aide beaucoup le groupe pour faire face à ce défi-là. Pour vous donner un exemple, enfin 2 exemples sur ce sujet, en Nouvelle-Calédonie, donc on exploite du nickel en Nouvelle-Calédonie. La teneur, forcément, et à mesure des années, diminue, et on a des tas de stériles qu'on ne pensait jamais exploiter. C'est pour ça qu'on les avait d'ailleurs dénommés stériles. Il s'avère qu'en fait la teneur en nickel contenu dans ces stocks est assez basse, mais entre 1 et 1,5%. Il s'avère que demain, en lien avec nos autres développements dans le nickel, et avec le développement de procédés hydrométallurgiques, il est probable, mais à l'horizon de quelques décennies, que l'hydrométallurgie soit une voie pour valoriser ces ressources, donc sans avoir la nécessité d'ouvrir de nouvelles mines. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'un projet qu'on a au Gabon, polymétallique, on va dire niobium, tantal, terre rare, gisement de Mabounier, c'est un gisement très complexe, et pareil, ça pose la question du défi technologique,
quel procédé développer pour pouvoir valoriser ce type de ressources. Donc effectivement aujourd'hui la question pour nous elle n'est pas tant en termes de disponibilité de la ressource, c'est-à-dire que quand les tensions arriveront, les investissements reviendront très probablement pour découvrir de nouvelles ressources, mais c'est plutôt la transition de la ressource vers la réserve qui, celle-là, deviendra de plus en plus un réel challenge technologique. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose, puisque dans les réserves, je dirais, conventionnelles de pétrole, il y a beaucoup d'organismes qui publient des chiffres. L'USGS, par exemple, qui, même sans avoir de données directes, donne des valeurs qui font rêver. Et c'est très dangereux, je pense, de sortir des chiffres sans avoir les éléments. Ça peut avoir des impacts politiques, économiques négatifs. Les compagnies n'aiment pas toujours communiquer les données qui permettent de calculer réellement les réserves. On peut comprendre parce qu'il y a des enjeux, c'est leur crédibilité, c'est les prêts bancaires qu'elles peuvent avoir, c'est les compagnies nationales même, elles ne veulent pas trop laisser les gens de l'extérieur voir ce qu'ils ont sous leurs pieds. Et c'est clair que si on veut faire une estimation propre des réserves d'un champ, par exemple, bien sûr, il faut avoir la géométrie, mais il faut connaître aussi les hétérogénéités du milieu, donc la porosité, qui n'est pas du tout homogène. Et souvent, les meilleurs éléments pour arriver rapidement à faire des évaluations, c'est d'avoir des données de production. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas publiques. Donc, les compagnies, elles peuvent faire probablement des évaluations sérieuses, mais on n'est pas sûr qu'elles les communiquent de façon sérieuse. Donc, il y a toujours une ambiguïté sur les chiffres réels. Si je fais une mini-synthèse, ce qu'on retient sur les ressources minérales, on va revenir sur les hydrocarbures tout de suite après, ce qu'on retient sur les ressources minérales, c'est pas de problème de ressources, en gros c'est ce que vous dites tous les trois, en disant, bon ok, si on regarde les réserves, on en a pour 20 ans, mais si on avait regardé les réserves il y a 20 ans, on en avait déjà pour 20 ans, et si on les avait regardées il y a 40 ans, on en avait déjà pour 20 ans, donc il n'y a pas de problème évident de ressources, il y a un problème de réserve. Il est normal qu'une entreprise du domaine minier ou du domaine des hydrocarbures ait un minimum de réserve à montrer, parce que ça fait partie de sa capitalisation, mais elle n'a pas besoin de montrer 100 ans de réserve, donc elle s'arrête à partir d'un certain moment. Donc j'entends bien tout ça. Et j'entends que les verrous sont beaucoup du côté technologique sur la mise en valeur de gisements nouveaux, alors plus compliqués, peut-être plus compliqués, peut-être aussi simplement parce qu'aujourd'hui on ne veut plus se contenter de récupérer seulement une substance, mais on veut valoriser au mieux l'ensemble du gisement. Donc un verrou technologique de ce côté-là. Bon, il y a peut-être aussi des verrous sur lesquels on n'aura pas le temps d'élaborer ici, sur des questions de prospection. Enfin, l'industrie minière s'attaque quand même, c'est toujours attaqué essentiellement à des gisements qui ont été découverts, qui affleuraient. La part des gisements qui sont vraiment des gisements aveugles et qui sont en exploitation, leur contribution à la production mondiale aujourd'hui reste très faible. Et je pense qu'il y a quand même là un enjeu en termes de recherche qui est un enjeu fort. Alors, je voudrais maintenant quand même qu'on revienne sur les hydrocarbures. Donc, j'ai bien compris que les chiffres sont difficiles à manipuler, qu'ils sont difficiles à avoir. C'est un peu le cas aussi dans l'industrie des ressources minérales. Je vous ai entendu dire on n'a pas de problème de ressources d'hydrocarbures, ce qui m'a quand même un petit peu interpellé. Donc j'aimerais bien avoir l'avis de François Roure sur cette question, indépendamment, sans aller chercher à parler de chiffres précis et de savoir si c'est 50 ans, 100 ans ou 150 ans, quelle est votre vision des choses et quels sont les grands enjeux pour aller vers plus de réserves sur le domaine des hydrocarbures. Le débat n'est pas neuf, il y a eu l'histoire du peak oil, etc. Puis j'avais un bon collègue qui a pris sa retraite de l'USGS maintenant, mais qui a 10 ans disait de toute façon le dernier baril de pétrole, il restera en terre et personne n'y touchera parce qu'il y aura d'autres sources d'énergie bien avant. Donc après, c'est effectivement toute une question d'économie. Jusqu'où on va trouver du pétrole bon marché, hein. C'est clair que les réserves, elles sont quantifiées à partir d'un coût actuel du pétrole, que si tout d'un coup le baril double, ben on va aussi augmenter considérablement les réserves qui deviennent vraiment des parties de ressources qui deviennent des réserves.
réserves exploitables à ce moment-là. Donc c'est des chiffres qui évoluent. Et puis, in fine, avec la recherche technologique qui se fait sur les énergies nouvelles, il arrivera peut-être un moment où on n'aura plus besoin d'aller chercher les derniers barils de pétrole qui sont en terre. Quand même pas tout à fait, pardon. Vous n'avez pas trop développé sur la question de quels sont les... Alors pas forcément sur la question de l'exploration, mais aussi sur la question de quels sont les verrous technologiques aujourd'hui, quelles sont les grandes questions pour pouvoir augmenter la part réserve dans les ressources mondiales connues d'oil and gas. C'est toujours pareil, c'est une question de finance. L'offshore, ça coûte très très cher. Il y a beaucoup de risques. Donc, pour prendre ce risque, il n'y a que les grandes compagnies qui peuvent le faire. Et puis, il faut que le jeu envahisse la chandelle. Donc, on ne va pas aller forer pour 3 ou 4 petits barils. Il faut vraiment que ce soit des structures énormes. Par contre, il y a beaucoup de petites compagnies qui vivent très très bien en allant pêcher là où les gens sont partis. Et ils trouvent à faire leur vie dans les déchets des grandes compagnies parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins de retour sur investissement et ils arrivent à faire des choses rentables tout à fait élégamment. Alors, ceci dit, il y a aussi des progrès technologiques. L'offshore, c'est des prouesses de technologie qui continuent. Il y a d'autres zones frontières, ce sont les foothills, donc les fronts de chaînes de montagne. Et là, le point bloquant, c'est certainement l'imagerie sismique. Arriver à avoir une bonne imagerie en échelle 1 sur 1, donc faire des migrations en profondeur, ne pas raisonner uniquement dans les échelles verticales en temps, mais des échelles en profondeur, pour bien délimiter les structures. Et là, il y a encore des progrès technologiques à faire, c'est certain. Bon, après un temps consacré aux ressources minérales et aux ressources en hydrocarbures, on va peut-être quand même parler un petit peu de ressources en eau. C'est quand même pas une ressource négligeable, c'est une ressource fondamentale pour notre vie. C'est une ressource qui a une petite différence aussi avec les précédentes, c'est qu'on n'est pas sur un système statique, on est sur un système dynamique. Alors au début, on a tendance à dire quand on connaît pas l'eau, ce qui était mon cas il y a encore un certain nombre d'années, enfin en termes de ressources, on se dit oh c'est un truc, c'est facile, il n'y a pas de problème de qualité, il n'y a pas de teneur, etc. Et après on découvre que c'est peut-être un gisement encore plus compliqué que les autres. Alors est-ce que vous pouvez nous donner, Pierre Ripstein, votre vision aujourd'hui de l'évaluation et de l'évolution des ressources en eau, en particulier dans un contexte de changement climatique qui n'est plus discuté? Je n'ai jamais réfléchi vraiment, mais je pense qu'on pourrait se poser la question de cette comparaison ressources-réserves. On pourrait essayer de l'appliquer à la ressource en eau ou à l'eau. On a tendance à... enfin, on parle facilement de ressources en eau, et là, on connaît à peu près les volumes en jeu, les quantités d'eau en jeu, les stocks d'eau en jeu et les flux. Mais ce qu'on sait aussi, c'est une très très forte disparité spatiale et temporelle. Donc ça, le premier problème de la ressource en eau, c'est sa disparité spatiale et temporelle. Aujourd'hui, le problème que vous soulevez, c'est le problème de demain. Cette disparité qu'on connaît et qui met déjà en difficulté nos sociétés sur Terre, c'est l'inadéquation entre la démographie d'un côté, c'est-à-dire l'usage de l'eau, et la ressource en eau. Or, l'eau étant un bien qui ne coûte pas cher, on ne peut pas le transporter. Donc il faut que la ressource dont on a besoin, elle soit à proximité de là où on a des populations. Et ça, c'est une des grosses difficultés de la ressource en eau qui n'existe pas pour les hydrocarbures ou pour la métallurgie. On ne peut pas transporter l'eau, donc il faut rendre une adéquation. Ce qui amène, par rapport à la question que je posais tout à l'heure de réserve ressources, à rechercher une diversité de cette ressource qui peut passer par la réutilisation d'eau usée, par exemple, qui se fait de plus en plus dans des pays en développement, au dessalement bien sûr de l'eau de mer, à une diversification de l'eau qui a donc du coup l'aspect économique rentre en jeu. Bien sûr, on peut dessaler de l'eau de mer, et donc avec le dessalement de l'eau de mer, on réglera toutes les questions d'eau, au moins pour les pays qui sont à proximité de cette eau de mer. Par contre, économiquement, on n'est pas encore prêt à irriguer des terres agricoles avec de l'eau de mer dessalée, puisque ça coûte beaucoup trop cher, et le produit agricole serait beaucoup trop cher. Donc la question de ressources, c'est une question aussi bien économique que de répartition spatiale et temporelle.
je n'ai pas parlé de changement climatique, je peux juste en parler en disant qu'on est encore plein d'interrogations. On a commencé à avoir des modèles atmosphériques, on a commencé à coupler ces modèles atmosphériques avec l'océan, on a rajouté maintenant les surfaces continentales depuis seulement une vingtaine d'années maximum. Et aujourd'hui seulement, pour revenir à la question toute initiale, on commence à prendre en compte, à s'apercevoir que pour comprendre et pour modéliser correctement le climat, on a besoin de tenir compte de l'eau qui est dans le sous-sol. Donc on commence seulement aujourd'hui à pouvoir introduire des nappes phréatiques, des aquifères, dans les modèles de climat et s'apercevoir que c'est ça qui permettra d'améliorer la circulation et la connaissance du climat du futur. Donc on est encore dans des balbutiements, il y a encore énormément de recherches et de progrès à faire. Si je résume, des progrès technologiques nécessaires pour pouvoir recycler de l'eau aujourd'hui, réutiliser de l'eau et éventuellement dessaler de l'eau de mer, et des progrès scientifiques importants à faire encore pour la vision long terme. Et je le dis avec un petit sourire parce que j'avais vu arriver le couplage eau de surface eau souterraine et maintenant on voit arriver le couplage eau souterraine climat et on aura définitivement bouclé la boucle à ce moment-là. Bon, je vais vous proposer de changer un petit peu, enfin de revenir un petit peu sur les ressources minérales, les ressources en hydrocarbures et de changer un petit peu d'angle de vue en ayant peut-être un angle de vue un petit peu plus resserré, en étant peut-être un peu nombriliste sur les bords, mais il y a à travers le monde des pays qui ont une activité encore importante dans le domaine des ressources minérales. On a vu ce matin, et dans le domaine de la production d'hydrocarbures, on a vu ce matin des transparents qui montraient que la demande avait fortement augmenté pendant la période 2005-2008, enfin jusqu'à octobre 2008, jusqu'à la crise. Quid de la France aujourd'hui ? Quelles sont les possibilités qu'on peut envisager de voir la question de la valorisation du sous-sol reprendre une réelle importance en termes industriels sur le territoire français. Alors, je propose qu'on commence par l'industriel, puisque j'ai prononcé le mot d'industriel, donc je propose de commencer par la vision Eramet sur le sujet. Merci. Alors, faut savoir que la France, ça ne se résume pas au territoire métropolitain. Donc oui, il y a bien de l'activité minière en France, en Nouvelle-Calédonie. Enfin, nous, en tout cas, on est présent là-bas pour l'extraction et la production de nickel en Nouvelle-Calédonie. Au-delà de la présence donc, de la filiale d'Eramet, qui est la société Le Nickel sur ce territoire, il y a deux autres entreprises, deux géants mondiaux de la mine, que sont Glencore et Vale, qui sont aussi présents sur ce territoire. Donc voilà un territoire qui vit au rythme de la mine et dont c'est clairement un élément très contributeur pour la richesse de ce territoire. Après, concernant le territoire strictement métropolitain, déjà la France, ça, je vais l'apprendre à personne, mais c'est un passé minier. Aujourd'hui, au présent, il y a quand même des startups, des junior compagnies qui s'intéressent et ou se réintéressent au sous-sol de la France. Je pense en particulier à Variscan, et qui mène aujourd'hui des activités ou qui veut mener des activités d'exploration sur le sol métropolitain. Concernant Eramet, c'est pas quelque chose qui est exclu. Il n'y a pas de règles d'interdit concernant la France. La seule chose, c'est une question d'opportunité. Voilà ce que je peux dire sur le volet. Pourquoi, la France est-elle aujourd'hui un pays minier ? Bon. Sur le territoire métropolitain, non. Oui, donc il y a effectivement la Nouvelle-Calédonie, la Guyane aussi, évidemment, qui est un territoire avec un certain potentiel. Sur le territoire métropolitain, je dirais le géologue optimiste réagit en disant mais la chaîne Varisque d'Europe de l'Ouest est une des plus belles provinces métallogéniques du monde. On a trouvé de tout en grande quantité. Il y a des pays qui sont dans le même contexte géologique qui ont une activité minière. Si on va au Portugal, si on va en Espagne, il y a une activité minière qui n'a pas disparu et qui est même plutôt en phase d'exploration. Donc il n'y a pas de raison que la France échappe à cette vision-là. Il y a certainement des choses. Les gisements
Évidemment, les juniors qui sont en train de chercher, elles cherchent des choses qu'on connaît déjà. Hein. Ils se sont mis sur des gisements qu'on connaît déjà. Il y a des gisements qui sont connus, qui ne sont pas exploités, mais qui sont connus. Il y en a sûrement à découvrir. Les gisements qu'on connaît déjà, et puis les derniers gisements qui se sont fermés, c'est des gisements qui ont été trouvés dans les années 70, disons, avec des méthodes d'exploration qui sont celles des années 70. Repasser le territoire français métropolitain avec les méthodes d'exploration qui sont celles des années 2000, on a une petite chance de retrouver des choses qu'on ne connaît pas. Parce que l'enjeu, c'est de trouver des choses qu'on ne connaît pas. Donc, à coup sûr, je pense qu'on peut être sûr qu'il y a de l'or, on est certain qu'il y a de l'uranium, on peut imaginer qu'il y a du tungstène, et puis des métaux, cuivre, plomb, zinc, voilà, l'antimoine, des choses comme ça. La vision du géologue dit qu'il doit y avoir ça. Est-ce qu'on est capable de les trouver, c'est autre chose. Est-ce qu'on est capable de les exploiter, c'est encore autre chose. Ça me fait penser à un léger ajout sur ce point. Sur la capacité d'exploiter d'éventuels gisements, il y a aussi aujourd'hui l'incertitude autour du code minier qui sera finalisé bientôt. Et donc, effectivement, quelle capacité pour un industriel de développer concrètement un gisement en France? Aujourd'hui, on est bien incapable d'y répondre. On va peut-être éviter d'ouvrir ce débat ici ce soir. Bon, le temps passe, donc on n'aura pas le temps d'approfondir beaucoup plus loin. Je retiens que la vision du géologue est une vision optimiste. La vision de l'industriel est une vision qui dit bah, si on nous trouve quelque chose qui a vraiment un intérêt, on regardera. Et que la vision de tous les jours, c'est que quand même, en dehors d'une entreprise qui est une junior Variscan, je ne vois pas beaucoup d'activités autour des questions de la prospection du territoire français et du territoire métropolitain, pardon, pour être propre, et donc pas beaucoup d'activités potentielles en développement. Alors, on va aller sur un sujet peut-être un petit peu délicat, mais du côté des ressources en hydrocarbures, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vais être assez factuel. En fait, Elf a été bien content de fermer sa filiale France il y a déjà une vingtaine d'années. Total a eu du mal, mais a aussi fermé sa filiale France. Donc il y a eu d'autres majors qui ont quitté. Hein. Exxon est sorti. Ce qui reste actuellement, c'est des petites compagnies et c'est dans le bassin de Paris, hein, où il y a effectivement une production qui est soutenue et qui est maintenue. Il faut voir aussi la difficulté qu'ont les compagnies actuellement à avoir des permis d'exploration, voire des prolongations de permis, voire des autorisations de forage. C'est le cas, par exemple, d'une compagnie qui voulait forer au large de Marseille, en Méditerranée. Son permis est resté en demande de renouvellement pendant des mois. Et, bon, ça décourage. Hein. Ceci dit, il y a quand même aussi... pas uniquement l'Hexagone, hein. La Guyane a attiré des compagnies. Donc il y a eu une joint venture Shell Total qui a fait un premier puits qui était un succès. Hein. Ensuite, ils n'ont pas tellement communiqué, donc on ne sait pas trop. C'est parce qu'il y avait beaucoup quand même de problèmes d'acceptabilité autour. Ceci dit, il y a des objets qui intéressent les compagnies, oui. Mais on revient à ce que vous disiez sur la loi minière qui fait qu'on n'est pas un pays qui attire les investisseurs à ce niveau-là. Il y a un sujet dont vous ne voulez pas parler. Si. Bon, on peut peut-être parler un tout petit peu de gaz de Rochemer alors. Non, c'est clair. Comment ça s'appelle ? Il y a un moratoire en France qui interdit l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique. Donc c'est clair. Et peut-être qu'il y a des techniques de substitution. Donc peut-être qu'un jour ça deviendra un sujet en France, mais pour l'instant, les compagnies cherchent ailleurs. Donc pour l'instant, l'orientation de la recherche, c'est de continuer à travailler sur la fracturation hydraulique dans l'optique d'aller exploiter ailleurs, mais vous n'avez pas d'exemple
ou de cas de recherche sur des sujets qui permettraient de faire de la fracturation autrement que par fracturation hydraulique? On peut quand même prolonger la discussion si vous voulez là-dessus. La ressource en eau, c'est quand même un problème. Donc au Canada, aux États-Unis, fracturer avec de l'eau, c'est pas trop problématique. Par contre, l'Algérie, qui veut essayer d'extraire son gaz de schiste dans le Sahara, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. Il faut qu'ils soient un petit peu innovants. Et du coup, ils essayent de faire du craquage avec du gaz. Et donc il y a des perspectives. Hein. Que j'ai le micro pour dire qu'effectivement, il y a aussi des projets de développement de gaz de houille, donc gaz de couche, qui sont. On est au stade pré-industriel dans le nord de la Lorraine, là, donc on va voir. Je pense que ça peut faire peut-être un peu changer les mentalités sur l'intérêt d'aller faire ce genre de technique. Donc là, il n'y a pas besoin de fracturation. Enfin, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas besoin de fracturation parce que c'est déjà très fracturé. Mais fondamentalement, ce pas des techniques très très différentes du gaz de schiste, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être intéressant de voir le retour. On a donc deux sujets sur lesquels il y a de la production d'énergie qui font appel à deux aspects différents de ce que pourrait être la production de gaz de schiste un jour. C'est d'un côté de la production de gaz à partir des couches de charbon où on n'a pas besoin de fracturer, mais où on se contente de faire un puits, de faire un forage et éventuellement d'augmenter le diamètre de ce forage. Et puis on a l'exemple qui a déjà été évoqué aujourd'hui, ce matin, qui est l'exemple de la fracturation hydraulique appliquée à la géothermie profonde, et qui, quand elle est appliquée à la géothermie profonde, pose moins de problèmes environnementaux a priori que quand elle est appliquée au gaz de schiste, même si sur le fond c'est la même technologie. Mais bon, on va peut-être pas poursuivre, sur ce sujet-là. La synthèse en gros serait de dire que le géologue est optimiste, le mineur serait prêt à produire, mais les conditions ne sont pas là pour qu'on imagine à court terme ou même à moyen terme un redémarrage fort d'une activité industrielle sur le territoire métropolitain dans le domaine des ressources en hydrocarbures, dans le domaine de la production d'hydrocarbures ou dans le domaine de la production de ressources minérales. Alors en restant un tout petit peu sur les ressources minérales, ça m'amène à une autre question qui est que on a quand même un petit souci de sécurité d'approvisionnement sur un certain nombre de substances. Bon, pour prendre des choses qui sont, je dirais, très grand public, sans platinoïdes, il n'y a pas de catalyse automobile. Sans terres rares, il n'y a pas d'aimant permanent à forte capacité, donc il n'y a pas beaucoup d'éoliennes. Donc la question qui se pose derrière, c'est quel est le potentiel de ce qu'on a aujourd'hui appelé les mines urbaines? Quel est le potentiel de la solution recyclage pour répondre à la demande et aux besoins de l'industrie française dans le domaine des ressources minérales? Alors je pense surtout encore une fois à M. Olanier et à Jean-Marc Montel pour cette question. Alors, je répondrai en deux temps. La première chose, c'est que effectivement le recyclage et l'activité de recyclage, pour nous, ça fait partie de notre activité. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas trop connu par l'externe, mais déjà dans notre activité, et surtout dans notre activité métallurgique, le recyclage, c'est clairement dans notre quotidien. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'élaboration de nos aciers spéciaux et de nos superalliages, en ne comptant pas les ferrailles, on utilise entre 50 et 85% de matières premières qui sont en fait des matières premières recyclées, que l'on achète à d'autres industriels ou que l'on produit en interne, mais c'est quand même un taux très significatif. Quand on intègre les ferrailles, on est à plus de 90% de la matière utilisée pour élaborer nos aciers spéciaux et superalliages qui sont de matières premières recyclées. Donc déjà, concrètement pour nous, le recyclage, ça fait partie de notre quotidien. Et bien sûr, tous les scraps et les déchets qu'on produit lors de nos procédés de fabrication, on les utilise en interne ou on les vend à d'autres industriels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi une activité dans le recyclage très concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, on a une activité de recyclage de catalyseurs pétroliers. Donc là, on rejoint notre cœur de métier parce qu'on utilise, on recycle donc ces catalyseurs pétroliers pour en extraire les éléments de valeur métallique, entre autres le molybdène ou le vanadium. Ça, c'était le premier point que je voulais apporter. Donc nous, déjà, ça fait partie
de nos activités. On a aussi des développements dans ce domaine-là, par exemple dans l'économie circulaire autour des déchets de titane pour la filière aéronautique, avec un projet qui s'appelle Éco-Titanium, avec des industriels du secteur tel Airbus. Donc clairement, dans nos activités de métallurgie, le recyclage, ça fait partie de notre quotidien. L'autre chose, c'est qu'il y a souvent, on entend la théorie qui est la mine urbaine permettrait demain de remplacer l'extraction et l'activité d'extraction, car on aurait assez de métaux pour subvenir à nos besoins en recyclant les déchets que l'on produit. Alors, c'est pas totalement faux, mais ça veut dire que c'est pas totalement vrai. En gros, déjà, il y a une première chose à prendre en compte, c'est le fait qu'il y ait des cycles d'utilisation et de production de ces métaux. Et que bien heureusement, quand on a un produit métallique, ça ne devient pas un déchet en quelques jours. Et durant sa durée d'utilisation, il peut arriver au statut de déchet 10, 15, 20 ans après sa production. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir par exemple besoin de X tonnes de nickel, mais n'arrive comme déchet de nickel sur nos activités de recyclage qu'un tonnage bien inférieur à cette demande. Donc déjà, cet effet de cycle fait qu'on n'a pas forcément à l'instant T assez de matière à recycler pour subvenir à notre demande. Il y a aussi un autre élément qui est que notre demande souvent dans ces métaux, elle croît. Donc si on restait juste sur une activité flat, on aurait un petit souci. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi un grand problème de dispersion de ces éléments métalliques. Ils sont souvent pas concentrés en un seul endroit et il y a un vrai challenge d'arriver à collecter tous les éléments métalliques qui ont été produits. Et ça, c'est un vrai challenge. Et je pense que arriver à un taux de collecte de 100% de ces métaux qui ont été produits est un peu utopique. Le troisième point, c'est qu'il y a aussi dans ces activités de recyclage de la perte en ligne, c'est-à-dire un rendement qui n'est pas égal à 100%, que ce soit dans l'activité de tri, enfin de collecte, de tri, et puis après de traitement métallurgique. Le rendement n'est pas de 100%, et donc même avec la meilleure volonté du monde, se baser uniquement sur la mine urbaine pour subvenir à nos besoins en métaux, et aujourd'hui et demain me semble difficilement possible. Oui, je crois qu'il y a une évidence. Hein, c'est dans un objet comme ça, là, il y a du métal qui est déjà raffiné, qui a déjà été produit, qui a déjà été extrait, et en plus on l'a obtenu sans avoir tous les embêtements de la mine et de l'industrie métallurgique qui va avec. Donc, ce qui sera absurde, c'est que le métal qui est là-dedans ressorte du territoire français. Voilà. On l'a accumulé, surtout gardons-le, et puis un jour ou l'autre, on saura l'utiliser, même si on ne sait pas le faire tout de suite, même si nos circuits sont pas, ça devrait quasiment être interdit. Il serait catastrophique que ces objets-là repartent pour être traités ailleurs et qu'on nous les revende une deuxième fois. Voilà, ça, ce serait. Mais alors, effectivement, les problèmes sont plutôt des problèmes d'organisation et des problèmes, quand même, quelques problèmes technologiques. Et ça commence à ressembler à de la vraie mine où les procédés de récupération, c'est de nouveau surtout l'hydrométallurgie. Le plus simple, on va tout dissoudre et puis après on récupérera tout ce qu'on peut récupérer. Mais les problèmes sont plutôt des problèmes d'organisation, de politique publique, et c'est quelque chose qui va se faire à long terme. Donc organisation pour organiser la boucle de recyclage et pour être sûr qu'on est capable de recycler et de récupérer la matière. Techno sur, je dirais plutôt la métallurgie, puisque en gros, si on arrive à les constituer, ces gisements, ce sont des gisements qui finalement sont encore plus compliqués que les gisements naturels qu'on avait avant. Et croissance qui fait qu'on aura toujours besoin de mines. Mais pour rester sur la question du recyclage, au-delà de ça, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller aujourd'hui en termes d'investissement dans le recyclage ? Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est qu'il y a 3-4 ans, on parlait, ou 5 ans peut-être maintenant, on parlait beaucoup d'une crise potentielle sur le lithium. Parce qu'on parlait beaucoup d'électrification des véhicules avec des batteries lithium-ion et que quand on faisait des calculs de coin de table, on arrivait à démontrer qu'il fallait l'ensemble des ressources mondiales connues de lithium il y a 5 ans pour pouvoir électrifier une part significative du parc automobile mondial. Les cours du lithium ont même atteint à un certain moment un sommet. Même au moment où les cours du lithium étaient arrivés à ce sommet,
on continuait à recycler les batteries d'ordinateurs, les batteries lithium-ion pour y récupérer le cobalt, et on continue à ne pas récupérer le lithium. On en est où de ce point de vue-là ? Il y a des évolutions. Je sais qu'Eramet était pas totalement absent de ce domaine. Il y a des évolutions où on en est encore sur cette situation qui est que finalement, de toute manière, in fine, c'est l'économie qui pilote, et tant que le lithium n'aura pas atteint un certain niveau de valeur, sa récupération ne fera pas sens et ne sera pas faite, même si le circuit de collecte existe et même si la substance est là, à un endroit où on pourrait la récupérer. La réponse peut être très courte à cette question-là. La réponse est très courte, c'est oui. La ressource, elle existe, la réserve, pas encore. Parce que effectivement, le lithium dans la batterie, déjà, ça représente pas du tout la plus grosse part d'éléments récupérables. Et effectivement, d'un point de vue économique, aujourd'hui, c'est pas faute d'essayer, mais c'est pas évident de trouver une rentabilité économique au recyclage du lithium dans les batteries lithium-ion. Je vous propose de changer cette fois-ci radicalement de sujet. On a beaucoup parlé de ressources minérales, beaucoup parlé de ressources en hydrocarbures. On n'a pas encore parlé du tout de cette ressource un peu particulière du sous-sol qui est sa capacité de confinement et sa capacité de stockage. Alors, le projet phare en la matière, c'est évidemment le projet de stockage des déchets radioactifs haute activité Vilhongue. Monsieur Plat, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu où en est aujourd'hui le processus de l'ANDRA ? Quelle est la vision de l'ANDRA aujourd'hui sur l'aboutissement d'un projet et la réalisation d'un stockage souterrain de déchets radioactifs à haute activité Vilhongue ? Et quels sont les verrous qui restent dénoués pour arriver au bout ? Je vais essayer de le faire en quelques mots sans... Alors, nous, à écouter l'ensemble des différents intervenants, j'ai effectivement l'impression que probablement, mais on ne peut jamais dire effectivement forcément donc l'avenir, nous serons peut-être les premiers à ouvrir une exploitation souterraine dans les 10 ans qui viennent, une exploitation souterraine donc conséquente. Alors l'histoire de la gestion des déchets d'haute activité à Vilhongue, c'est une longue histoire donc, que je ne vais pas reprendre donc, en 5 minutes, donc, qui a débuté bien avant ce que nous on considérait être la loi de 91. Il s'est passé des choses donc, avant mais qui ont abouti à la loi donc, de 91. Quelques dates clés qui sont en 2005 la remise par l'ANDRA d'un dossier sur la faisabilité du stockage profond et parallèlement deux dossiers remis par le CEA sur la transmutation et puis sur l'entreposage, un débat public et puis une nouvelle loi donc, en 2006 qui a donc statué sur le fait que le stockage géologique de déchets radioactifs était la solution de référence et qui a donc confié à l'agence la mission d'ouvrir une installation souterraine dans les 10 à 15 ans donc, qui suivent. Donc, à partir de 2006, différentes étapes ont été franchies. En 2005, nous avions défini une zone d'environ 240 km² donc, sur laquelle pouvait y avoir l'implantation d'un stockage. En 2009-2010, on a resserré la zone autour d'une zone d'environ une trentaine de kilomètres carrés à l'intérieur de cette zone initiale pour, je dirais, développer le projet donc, de stockage. Actuellement, le jalon que nous avons donc en visée est 2017 avec le dépôt d'une demande d'autorisation de création du stockage, je devrais dire plus exactement de la première tranche ou de ce que nous appelons la tranche industrielle donc pilote, donc qui est le début du processus, un processus qui sera extrêmement long puisque la prévision de temps de l'exploitation d'un tel stockage nous amène aux alentours de 2140 à peu près. Donc vous voyez que c'est une échelle de temps relativement longue qui prendra donc plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, nous finissons la phase d'avant-projet sommaire. Nous allons rentrer bientôt l'année prochaine dans la phase d'avant-projet détaillé qui nous amènera donc au dépôt de la demande d'autorisation donc de création. Alors comme je le disais, probablement nous serons les premiers à ouvrir une installation souterraine donc conséquente, mais on l'ouvrira de manière extrêmement prudente, extrêmement progressive, puisque c'est un processus qui sera extrêmement long et nous commencerons en tout cas dans la première tranche par, je dirais, tester l'ensemble des différents process et y mettre un certain nombre de déchets qui présentent, je dirais, le moins de difficultés, si on voulait résumer ceci, avant de s'engager donc plus avant dans le processus complet de gestion des déchets radioactifs. Voilà. Donc c'est un processus qui aujourd'hui vit normalement sa vie, avec toutes les vicissitudes quand même qui peuvent arriver. Hein. C'est un projet en jeu national avec aussi des débats politiques.
mais aujourd'hui, nous sommes résolument sur une mise en œuvre industrielle du stockage d'engrais. Donc nous sommes passés de la phase de faisabilité, de recherche un peu amont, à une phase vraiment de recherche et développement, ou de recherche développement et développement, puisque effectivement il y a aussi des aspects technologiques dans le cadre d'ailleurs de la gestion optimisée de cette ressource, où on vise à utiliser vraiment au mieux le volume qui nous est confié, hein, et à ne pas bien évidemment gâcher cette ressource, puisque le site devient lui-même une ressource à partir du moment où il est choisi, et donc on préserve au maximum pour l'instant les 40 km² qui nous sont, je dirais, sur lesquels on estime pouvoir faire le stockage géologique. Voilà à peu près où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Peut-être un dernier mot sur les réserves, parce que ça tourne autour de ça. Donc je voudrais toujours dire qu'on n'est pas dans la logique de réserve. Donc c'est clair, le processus français pour le stockage géologique de déchets radioactifs est dans une logique un peu différente. Alors il y a plein de raisons, à ça. Il y en a au moins une qui est relativement pragmatique, qui est qu'on a d'abord à gérer les déchets qui existent et les déchets du parc actuel. Ce que pourrait être, si vous voulez, un parc du futur, le développement d'une génération 3 ou 4 à grande échelle, de toute façon, ne pourrait se faire que dans les 10 à 30 ans à peu près à venir. Donc d'un point de vue pragmatique, gérons déjà ce qui existe. Je dirais, se présentera le moment venu l'idée. Alors ça ne nous empêche pas d'avoir un certain nombre de prospectives sur l'utilisation qui pourrait être faite du sous-sol et de ce volume dont on dispose pour, je dirais, au moins à titre prospectif, évaluer ce que pourrait être la prise en charge, bien évidemment, d'autres types de déchets. Et enfin, peut-être dernier point qui paraît important sur la notion de ressources. Le stockage est lui-même une ressource, mais il peut s'installer aussi sur une ressource potentielle. Donc parmi les critères importants du stockage géologique, c'est un objet qui doit avoir une sécurité passive. Et donc on considère bien évidemment qu'il pourrait être implanté sur une ressource. Ce qui est important, et c'est l'un des critères de sélection, c'est que cette ressource soit ni particulière ni exceptionnelle, de manière à ce qu'elle ne représente pas un point d'intérêt. Mais néanmoins, dans le cadre de nos évaluations, on est amené à considérer l'utilisation potentielle du sous-sol pour d'autres utilisations diverses et à évaluer quelles pourront être les conséquences. Avec un petit sourire, je vais dire que c'est finalement l'ANDRA qui va faire les prospections les plus avancées en recherche de minéraux enfouis, non visibles en surface, pour s'assurer du fait de ne pas mettre son stockage sur un endroit qui pourrait un jour attiser des convoitises. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur votre intervention. On comprend que l'ANDRA a passé un certain nombre d'étapes et que la démonstration de la faisabilité du stockage souterrain est aujourd'hui à peu près acquise, ou acquise, je pense qu'on doit même dire acquise. Pour autant, il reste peut-être quand même des questions sur lesquelles, en particulier, il y a encore de l'activité de recherche. Aussi bien sur le côté géosciences, sur le côté caractérisation de l'environnement et de la capacité de rétention de cet environnement, que sur des côtés plus technologiques de mise en œuvre du stockage. Est-ce que je peux vous demander de réagir sur ce point-là ? Effectivement, alors nous considérons que la faisabilité est acquise. Maintenant, le déploiement industriel d'un stockage est une autre dimension qui nécessite bien évidemment, qui amène un certain nombre d'autres questions et bien évidemment de la recherche et développement pour passer vraiment dans une phase industrielle. Bon, faut pas oublier que c'est une utilisation très particulière du sous-sol, puisque en gros on met une installation nucléaire de base dans le sous-sol, ce qui est quand même en soi une particularité qu'il faut savoir donc gérer, puisque nous aurons à gérer un milieu confiné qui est le sous-sol, dans lequel on va installer une installation nucléaire de base. Donc c'est un objet donc très particulier. Donc la faisabilité, on l'a établie sur d'abord les caractéristiques de la couche géologique. C'est elle qui joue à long terme donc la sûreté donc du stockage. Donc on a été amené à faire beaucoup de développement, ou à faire beaucoup de développement sur la caractérisation du muogique, en particulier des formations argileuses profondes, qui finalement n'intéressaient peu de monde jusqu'à présent, puisqu'en général ce n'est pas un réservoir, donc tout le monde passe en général ces formations pour aller voir ce qui se passe en dessous. Donc on a généré et on continue à générer des recherches sur une caractérisation, ce que l'on appelle le 3D ou le 4D de ces milieux argileux profonds,
pour vraiment connaître sur de grands volumes les caractéristiques physico-chimiques, pétrophysiques, à des niveaux de détail qui effectivement ne sont pas ceux que l'on peut rencontrer dans le domaine pétrolier. Donc on maintient effectivement, j'écoutais tout à l'heure les recherches en géophysique, on maintient un volant de R&D sur ces travaux-là, de manière donc à avoir une caractérisation la plus fine possible, aussi parce qu'on a ce qu'on appelle nous une reconnaissance à l'avancement. Donc on se doit d'avancer dans le milieu en l'ayant reconnu le mieux possible et si possible de manière non intrusive dans un premier temps, ce qui nous conduit donc à développer ou à maintenir un certain nombre de recherches sur, de manière générale, les méthodes géophysiques dans ces milieux-là, sachant qu'on cherche à reconnaître des volumes qui peuvent être de plusieurs centaines de mètres ou de centaines donc de mètres cubes. Alors ensuite, il y a effectivement tout un volant donc, de recherche et développement à court, moyen et long terme qui sont principalement donc, axés sur les aspects technologiques, la capacité à développer une installation industrielle en souterrain, une installation industrielle qui doit tenir une centaine d'années, donc c'est quand même des exigences donc assez fortes, avec parfois des zones sur lesquelles nous ne pourrons pas y accéder. Certaines alvéoles de stockage sont des zones sur lesquelles physiquement donc, aucune personne ne pourra aller durant une centaine d'années, ce qui nous conduit à avoir beaucoup de développement sur les matériaux, sur l'interaction entre les matériaux et le milieu géologique en termes de durabilité, je dirais, de l'installation. Donc c'est en ça que tout à l'heure, j'étais assez intéressé, bien évidemment, par l'ensemble des exposés donc, scientifiques, où on a une R&D, en tout cas sur la partie physique, qui est très orientée vers les couplages. Donc finalement, essayer de coupler du T, du H, du M et du C, parce que c'est une composante essentielle dans la durabilité de l'installation et dans la capacité à montrer, je dirais, sur le long terme, ses propriétés de confinement. Et puis on a des choses qui sont beaucoup plus prospectives, et là on va rentrer dans la logique du développement donc, durable, qui est une R&D sur les matériaux, une réutilisation, je dirais, optimale des matériaux. On va excaver des millions de mètres cubes de matériaux, il faut les utiliser au mieux pour les remettre au mieux dans le milieu, et aussi essayer de mettre à l'intérieur du stockage des matériaux qui sont les plus inertes possibles et qui ne constituent pas en eux-mêmes donc, une ressource. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, on utilise beaucoup le béton, beaucoup les aciers, mais on a tout un pan donc, de R&D qui vise à promouvoir des matériaux comme les céramiques ou des matériaux donc, de type donc, graphite pour une utilisation donc, raisonnée des différentes ressources de matériaux que l'on aura dans les 40 ou dans la centaine d'années d'exploitation donc, du stockage. Merci. Le temps passe. Je pense qu'on va aborder un tout dernier point. C'est Michel qui disait ce matin que dès lors qu'il y a exploitation des ressources du sous-sol, il y a forcément un impact environnemental, un impact paysager au minimum, un impact sur les ressources en eau. Bon, la question ne se pose pas. On aurait pu se poser la question de conflit d'usage. Je pense que les volumes de produits à stocker et les surfaces qui sont concernées sont telles qu'il n'y a peut-être pas aujourd'hui urgence à aller définir des zones à sanctuariser sur le territoire français pour pouvoir faire demain d'éventuels stockages de déchets radioactifs. Sur ce dernier point, simplement, je voudrais revenir sur une question qui a été abordée précédemment, qui était la question de l'acceptabilité d'une exploitation minière, par exemple, ou d'une exploitation pétrolière, et poser d'abord une question, je dirais, très simple, qui est c'est quoi une mine moderne d'un point de vue environnemental, et c'est quoi qu'il faudrait faire arriver à passer dans l'imaginaire de Monsieur Tout-le-Monde pour faire disparaître Zola et donner peut-être une chance de redéveloppement d'une activité industrielle. Alors, je propose de reposer la question à notre interlocuteur Eramet. Merci pour la question. Si j'arrive à y répondre correctement, je pense que... donc c'est quoi une mine moderne ? Je pense qu'il y a peut-être deux éléments que j'ai en tête. La première, c'est que effectivement, il y a une tendance de fond de la société qui accorde de plus en plus d'importance sur les sujets de la protection de l'environnement et de l'acceptabilité sociale de nos activités. C'est une tendance de toute façon à laquelle nous ne pourrons pas échapper.
Et on s'efforce, en tout cas nous chez Eramet, de les prendre en compte de manière, en tout cas comme je vous disais en introduction, de se mettre au niveau d'exigence maximale par rapport à ces attentes, en adoptant les standards Banque mondiale pour tous nos projets, nos activités. On va dire que, de mon point de vue, c'est le minimum pour que la mine d'aujourd'hui soit une mine moderne. C'est-à-dire que d'un point de vue technique et technologique, faire le maximum pour que l'impact qu'on a sur l'environnement et sur l'écosystème qui nous entoure soit minimisé le plus possible. Le deuxième point, c'est que essayer aussi de produire des éléments qui vont dans un sens du développement de la société qu'on estime vertueux. Bon, nous, chez Eramet, par exemple, on ne produit pas de charbon, ce qui nous convient très bien. On est plutôt sur des éléments métalliques non ferreux qui accompagnent un développement de la société, en tout cas, qui peut accompagner un développement de la société décarbonée. Le troisième point, et là, je pense que ça pourrait faire une bonne transition pour Monsieur Plat, c'est une mine moderne, c'est une mine acceptée par les communautés qui sont aux alentours. Et donc là, effectivement, il y a déjà, premièrement, une question d'image. La mine à la Zola a, entre guillemets, changé. Le deuxième point, ça serait aussi c'est aussi qu'une mine moderne, c'est une mine qui fait rejaillir ses bénéfices sur l'ensemble de la communauté qui l'entoure. Donc là, clairement, il y a des questions de business model, de schémas capitalistiques qui sont aujourd'hui à développer et à renforcer. Je voudrais effectivement rebondir dessus. Alors, on a effectivement un certain nombre de relations avec, je dirais, des mineurs en termes, je dirais, d'acceptabilité. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'il est tout autant difficile aujourd'hui d'ouvrir une mine qu'il l'est d'ouvrir un centre de stockage de déchets radioactifs. En tout cas, l'exigence, je dirais, sociétale devient de plus en plus grande. Donc on échange beaucoup, bien évidemment, sur notre retour d'expérience, sur la manière d'aborder effectivement une implantation sur un territoire. Alors, en général, nous, on n'utilise pas trop le terme d'acceptabilité parce qu'il est parfois ressenti de manière assez négative en disant que, en gros, on va travailler les consciences pour que les gens nous acceptent. Je dirais que s'implanter, c'est effectivement, alors c'est parfois difficile dans les faits, hein, et on le sait aussi ce qui peut se passer dans certaines mines. C'est de la confiance entre les différents acteurs, c'est être capable de dialoguer, et ça, c'est vrai qu'on peut le coucher sur le papier. Dans la pratique, ça peut être extrêmement compliqué. Mais de toute façon, sans ça, en général, cela conduit toujours à un échec. Alors soit vous êtes sur Fort Chabrol, hein, vous vous entourez de barbelés et puis vous vivez à l'intérieur, ce qui est effectivement pas aujourd'hui donc raisonnable. Mais j'ai envie de dire que le stockage moderne, comme probablement la mine moderne, c'est une installation qui est bien implantée dans le territoire, qui est acceptée, sur laquelle il y a une information partagée. Il ne s'agit pas d'avoir une co-gestion, je dirais, donc de l'installation, mais un dialogue, et c'est un dialogue qui part dès le début. Je crois que les échanges qu'on a pu avoir avec certains retours d'expérience d'exploitation de mines, il est que vous n'arrivez pas comme ça un jour sur un territoire pour faire de la prospection. Il y a une préparation, entre guillemets, en amont qui est importante pour expliquer ce que vous allez faire et accompagner votre projet donc, tout le long. Et je crois que... alors, pour des gens qui viennent, pour des ingénieurs ou des gens de la science dure, c'est parfois un changement un peu radical dans la manière de penser. Mais par retour d'expérience, c'est absolument donc fondamental de considérer que l'autre existe et que l'installation que vous allez ouvrir, eh ben, vous devez expliquer, montrer, répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Sinon, en général, c'est assez compliqué, ça se termine toujours assez mal dans l'acceptation locale de votre installation. Merci. Ça nous ramène sur un point qui avait été évoqué au début, qui était le fait que dans l'ensemble des dimensions, il y a une dimension de sciences économiques et une dimension société qui devient de plus en plus importante. Et je dirais que les établissements académiques tels que ceux qui sont au sein de l'Institut Mines Télécom ont peut-être l'habitude de travailler avec des partenaires industriels comme Eramet, mais pas forcément sur ce sujet-là, pas forcément sur ces thématiques-là. Il y a peut-être là une ouverture pour le futur. Pour terminer, je vais proposer de revenir aux ressources en eau.
On en a parlé de manière un petit peu quantitative tout à l'heure. On vient de parler d'environnement, d'impact des activités industrielles sur notre environnement et en particulier sur les ressources en eau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes qualitatifs sur les ressources en eau, en évolution de la qualité de nos masses d'eau et quelles sont les perspectives sur ce sujet, Pierre Ripstein? Oui, merci. Je ne serais pas capable de faire un panorama complet de l'état des masses d'eau françaises. Il y a une directive cadre européenne sur l'eau qui a été donc votée en 2000 et qui donc impose à chacun des États européens d'arriver à un bon état écologique de leur masse d'eau pour 2015. La France n'y sera pas, mais aucun des pays européens n'y sera complètement. En tout cas, ça impose de réfléchir et de faire un état, une caractérisation de chacune de ces masses d'eau, et d'améliorer la situation pour revenir à un état pristine, un état originel quelque part de cette masse d'eau avant qu'elles aient été détériorées quelque part. Ce que j'ai entendu sur ce que c'est qu'une mine moderne m'a paru tout à fait intéressant, parce que je crois que dans la loi sur l'eau qui a été votée en 64, et depuis la France était assez pionnière, on a mis en place cette notion de pollueur-payeur, et je crois que depuis 64, on a quand même beaucoup progressé, et ce qu'on entend aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus de travailler le plus en amont possible pour que une association entre les chercheurs, les industriels, la société elle-même prévoit le plus possible, le plus tôt possible, les problèmes de contamination. Je pensais, quand je vous entendais, aux histoires de micropolluants qui sont un peu les sujets actuels. Bon, il y a les problèmes de pollution par les nutriments, mais c'est moins industriel et plus agricole. Puis la pollution par les micropolluants, et ça, c'est une pollution qui est extrêmement importantes, à des doses faibles, mais qui sont toxiques pour la santé et pour l'environnement. Donc ce problème-là des micropolluants, il faudrait qu'on puisse l'aborder, le connaître le plus en amont, qu'on soit capable de détecter, de connaître ces molécules qui vont être présentes, aussi bien, ça concerne aussi bien les médicaments que tout ce qui est émanation des plastiques ou autres, et pour pouvoir prévenir le plus possible et le plus en amont possible. On ne peut pas attendre de tout envoyer à une station d'épuration qui pourrait traiter la question à l'aval. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus en amont qu'il faut arriver à réduire les sources de ces pollutions, quoi. Donc on en est encore loin, il reste encore, de toute façon, ce sera un chantier permanent. Juste un point, c'est là encore une petite expérience que l'on a aussi donc sur l'eau à travers, je dirais, le jeu et le dialogue avec les parties prenantes. On a été amené à conduire sur le territoire un exercice qui mettait en jeu les agences de l'eau, le public, pour dire finalement qu'est-ce que c'est pour vous qu'un polluant, qu'un micro-polluant, et qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement voir donc mesurer. Et c'est dans ce type de dialogue qu'on construit effectivement donc la confiance, chacun étant dans son domaine de responsabilité, bien évidemment, que ce soit les experts, que ce soit les agences de l'eau, que ce soit donc le public. Et il nous semble effectivement que ce type d'exercice, quand il est bien conduit au sens où il y a je dirais, les règles du jeu, entre guillemets, sont très claires dans les responsabilités des uns et des autres, conduisent en général effectivement à ce que les gens comprennent ce que pourrait être effectivement l'exploitation de la ressource, à mieux intégrer un certain nombre de connaissances, ce qui m'amène aussi à dire que vous êtes et nous sommes tous des gens qui ont des formations scientifiques extrêmement donc élevées. Il ne faut pas oublier que je dirais, les gens et le public auquel on a affaire ont une connaissance scientifique qui est extrêmement limitée. Et donc expliquer des sujets complexes, c'est une nécessité absolument fondamentale. Et le dialogue est absolument donc nécessaire pour soit démystifier, soit remettre effectivement en bon ordre des choses qui sont nécessairement complexes, avec lesquelles nous vivons, je dirais, sans aucun problème, et avec lesquelles, par contre, les gens ne vivent pas tous les jours et n'arrivent pas à en saisir, si vous voulez, le contenu scientifique. Merci. Il me semble qu'il est 6h15. On a déjà pas mal débordé sur l'horaire qui était prévu initialement pour cette journée. Avant de clore quand même le débat, est-ce
est-ce que l'un parmi vous a un sujet qu'il aurait voulu aborder, un point qu'il aurait souhaité développer et sur lequel je n'ai pas ouvert d'opportunité? Si c'est le cas, je le fais maintenant. Non? Alors, je vais faire pareil vis-à-vis de la salle. Il y a peut-être dans la salle des personnes qui ont des questions qu'elles auraient bien entendu, bien aimé entendre et qui ne sont pas sorties jusqu'à présent. Donc effectivement, il y a une question. Alors je crois qu'il n'y a plus qu'un micro, donc je vais... Oui, on parle de recyclage de déchets, mais je ne sais pas, ce serait sans doute pour le directeur de l'Andra, je ne sais pas si, il n'y a pas d'ironie particulière dans ma question, mais il s'agirait d'un recyclage d'un site, en l'occurrence je pense au site nucléaire du plateau d'Albion. Est-ce que par exemple la caractéristique qui est peut-être déjà un petit peu de radiation au sein des roches et bien sûr, donc il est complètement désaffecté depuis un moment. Est-ce qu'il pourrait être réaffecté à une autre administration, sachant tout ça et sachant qu'il a quand même certaines sécurités réelles? Je ne vois aucune ironie dans votre question, il n'y a pas de souci, à ça. Alors, peut-être une digression avant d'arriver à votre question. Alors certes, l'Andra est un acteur dans la gestion des déchets radioactifs, mais il y a d'autres acteurs comme l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire. Et c'est en particulier cet institut qui a souvent en charge d'ailleurs ces sites un peu particuliers, que ce soit d'ailleurs des anciens sites miniers. J'aurais une double réponse à votre question. Dans le cadre du recyclage des installations nucléaires de base, pour autant que certaines parties du plateau d'Albion aient été considérées comme une installation nucléaire de base, il y a une particularité dans l'industrie nucléaire, c'est qu'il n'y a pas de seuil de libération. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base est considéré comme un déchet et ne peut pas être remis dans le circuit de recyclage. Alors, c'est à la fois une contrainte, et puis d'un point de vue sociétal, c'est aussi quelque chose qui peut éventuellement se comprendre. Donc, on est amené, de toute façon, à recycler l'ensemble des matériaux qui sont issus d'une installation nucléaire donc, de base. Alors, l'Andra en reçoit, entre guillemets, une partie, et puis certains autres, en particulier des aciers, sont recyclés et remis dans les installations nucléaires de base. Et toutes les installations, de toute façon... Alors, ils font l'objet de toute façon d'un inventaire français, sont pris en charge, soit par l'IRSN, soit par l'Andra, soit par d'autres organismes, et dans lequel, effectivement, l'utilisation des matériaux et une surveillance de l'environnement est faite, alors avec des calendriers, des plannings qui sont variables suivant les différentes installations. Non, non. Et la réponse, elle est très simple. Un stockage doit être pensé comme un stockage. Une mine ou un ouvrage souterrain n'est pas forcément pensé au départ comme un stockage. Donc, nos collègues allemands en ont fait l'amère expérience. Une mine est pensée comme une mine. Un ouvrage souterrain, hors un stockage, est pensé comme un ouvrage souterrain. Et c'est souvent incompatible avec certains critères ou certaines exigences d'un stockage géologique. Je ne sais pas s'il y avait une autre question dans la salle. S'il n'y en a pas, il me reste... Il y en avait une? Bernard? Oui, vous n'avez pas du tout parlé des tunnels, de l'aménagement de grandes cavités sous les villes. Il y a des projets importants là-dessus. Est-ce que, enfin, voilà la question en tout cas. Oui, alors je vais répondre. On aurait pu mettre ça. C'était une des thématiques qui aurait pu être mise dans la table ronde. Elle n'y était pas. Je pense qu'on ne va pas la lancer maintenant, mais je serais ravi d'échanger sur le sujet si tu le souhaites. Bon, il me reste à vous remercier encore une fois d'avoir consacré votre temps précieux ce soir à ce débat et pour la qualité, à vous remercier pour la qualité de ces échanges et à rendre la parole à Michel. Je crois que c'est toi qui clôt la journée.
Voilà, donc merci encore à tous pour cette table ronde passionnante et merci à tous pour les présentations, pour avoir écouté, etc. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous demain matin, 9h30. Enfin, à 9h30, on démarre ici. Donc si vous voulez un café, c'est avant. Et il y en aura un. Voilà, bonne soirée.